L'architecture de Marseille, c'est déjà quelque chose qui n'est pas homogène. Et je pense qu'on est une des rares villes à être dans ce cas-là. C'est des bâtiments emblématiques, alors très anciens, on va parler de Notre-Dame de la Garde ou de la Major, mais on peut parler aussi de l'immeuble du Corbusier. On peut parler des nouveaux objets architecturaux qui sont apparus, comme le Mucem par exemple, qui a fait la une de tous les journaux nationaux et internationaux, et qui donne la nouvelle image de Marseille. Puis on a aussi la requalification du Vieux-Port par exemple, avec l'ombrière de Foster, qui elle aussi est un objet qui est véhiculé dans tous les magazines sur l'architecture. Mais Marseille, c'est vraiment une caractéristique très particulière parce que rien ne ressemble à rien. Marseille, c'est 24 000 hectares, c'est une des villes les plus étendues de France, avec un potentiel phénoménal parce qu'on avait pas mal de friches industrielles, de friches urbaines. Donc on peut réfléchir à l'échelle de quartiers assez larges pour savoir justement quel renouveau on veut. La question d'une continuité entre cette ville-port, ville portuaire et donc la situation actuelle dans le contexte d'Euroméditerranée, c'est une situation effectivement où on ne peut pas parler en dehors d'un existant qui a donné finalement la ligne directrice. C'est vrai que le 19e siècle, c'est toute la relation entre la ville et le port qui à ce moment-là va commencer à évoluer. Et donc le port de la Joliette, il va venir s'installer sur la rive nord, c'est-à-dire sur un endroit qui jusqu'à présent correspondait aux franges de la ville antique. Et donc les docks, d'une certaine manière, vont devenir hégémoniques, couvrir 365 mètres de long sur un terrain qui est gagné sur ces terre-pleins portuaires. C'est quand même très conséquent, avec une architecture qu'on a devant nous, enfin monumentale. Là, on est sur la tête de pont en fait de ce bâtiment. Alors la ville n'est pas complètement coupée du port parce que finalement, la place de la Joliette, ce bâtiment fait le lien avec la ville. Il y a une volonté de garder quand même une sorte de cohésion. C'est pour ça qu'on l'appelle le système marseillais. Et ça, ce système-là changera après la Deuxième Guerre mondiale parce que la politique expansionniste, colonialiste en fait, sera très bénéfique au port de Marseille, mais dans l'entre-deux-guerres, justement la perte des colonies va progressivement faire perdre au port sa véritable légitimité par rapport aux trafics internationaux qui se opèrent ailleurs. Donc dans cette situation-là, la question de rupture entre la ville et le port commence véritablement à se faire sentir. Si on regarde dans le rétroviseur, les grandes modifications architecturales ont été faites sous le Second Empire. C'est sous Napoléon III qu'on va ouvrir la voie qui est aujourd'hui la rue de la République, qu'on va construire le palais de la Bourse, Notre-Dame de la Garde, la cathédrale, enfin, etc. Puis il y a eu un temps de ralentissement dû aux événements de l'histoire et un affaiblissement effectivement très fort sur le port de Marseille. Puis de nouveau, il y a eu dans les années 50-60 quand même des architectes de grande qualité. Il y a eu Le Corbusier, il y a eu Fernand Pouillon de part et d'autre de l'hôtel de ville où tout avait été bombardé à la fin de la guerre. Pour moi, Pouillon est le héros marseillais, si vous voulez. En tous les cas, c'est un des plus grands architectes qui soit dans notre pays. Et travailler au contact de ce qu'avait fait cet architecte dans cette ville, surtout dans cette partie-là, où c'est à la fois l'édification de choses ordinaires que sont des logements, si vous voulez, et en même temps une prise de contrôle des différences de niveau, de la topographie, tout ça, merveilleuse, quoi.
Il cherche à retrouver un lien avec une certaine tradition, retrouver également la ligne de crête de l'ancienne ville, créer donc une sorte de transition douce entre le plan d'eau, les bâtiments donc, qui se trouvent le long du port, sur 600 mètres de long quand même, c'est une façade imposante. Et donc cette façon de creuser les façades avec des loggias, voilà, d'utiliser la pierre de taille, de réaliser un étage attique également très poreux, avec donc cette couverture de tuiles. Donc, voilà. Il y a eu cette période avant les années 95 où Marseille perdait des habitants, où on sentait que tout était au ralenti. On était sur une mutation un peu fin de période industrielle et on n'arrivait pas à voir quel nouveau souffle on pouvait retrouver pour cette ville. Et après, en 95, le choix a été fait de miser sur le tourisme parce qu'on est, la France est la principale destination et pourquoi pas Marseille qui pourrait devenir la destination phare de la France. On a eu cet effet Coupe du Monde en 98 où là, toutes les télés ont focalisé sur Marseille, le stade Vélodrome. Et donc un nouveau regard sur Marseille et grâce à la volonté du maire de Marseille de se dire on n'a pas d'investisseurs au nord de la Canebière, il va falloir arriver à faire en sorte d'être attractif. Ça a été les opérations qui ont aidé évidemment grâce à Euromed qui a été la locomotive de l'attractivité, mais aussi cette volonté de transformer la ville dans son ensemble. Les choix urbanistiques du XVIIe et du XIXe ont été déterminants finalement pour ce qui se passe actuellement. C'est vraiment très important puisque en voulant créer ce concept de ville portuaire, c'est-à-dire renouer véritablement la ville et le port, créer un espace urbain, récupérer finalement l'espace que le port a confisqué, en se repliant sur son activité de transit, il s'est refermé littéralement avec des limites physiques qui ont complètement vidé l'espace d'une substance urbaine, quoi. Quand on refait une ville comme ça sur la ville, je pense que cette question de l'urbanisme, effectivement, est fondatrice. Comme on le sait, des bâtiments, ils ont en France, on est en Europe, donc les bâtiments ont une durée de vie plutôt longue, de l'ordre de 70 ans, voire 100 ans dans un certain nombre de cas. Certains pays du monde ont une vision beaucoup plus courte. Au Japon, on construit pour des périodes beaucoup plus courtes. En revanche, il y a des éléments qui doivent être, eux, durables. C'est effectivement la conception des voiries, des espaces publics, de la bonne échelle, effectivement, des îlots. En revanche, la façade littorale était dans un état extrêmement déplorable, très répulsive, puisque le port avait bâti des frontières physiques et morales pour tourner le dos avec la ville, avec de nombreux hangars hideux, des barrières. L'autoroute s'était placée entre les deux, histoire de mettre un coup fatal à cette rive du port. Tout ceci, cet interstice entre les deux parties, le port et la ville, était truffé de voies autoroutières, qui n'avaient pas que des inconvénients, parce qu'elles rendaient un certain nombre de services. Elles rendent toujours un certain nombre de services. Mais là, il a fallu... D'abord, il y a un grand ouvrage formidable qui s'appelle le tunnel du Vieux-Port, qui, lui, est là depuis très longtemps, et connecter, au fond, l'autoroute avec le tunnel du Vieux-Port, ça changeait beaucoup de choses. Et en même temps, ça permettait de découvrir un très vaste paysage, quoi. On a pu obtenir du port un recul de sa frontière, entre guillemets, ce qui nous a permis de créer ce boulevard du littoral qui devient extrêmement attractif, planté d'arbres, des pistes cyclables, de larges trottoirs, donc évidemment qui est un atout pour attirer des commerces, des restaurants, des terrasses de bistrot. Au fond, on n'a pas imaginé le boulevard, on en a hérité. Il se trouve qu'il y avait pendant longtemps tous les bateaux d'Afrique du Nord qui arrivaient, qui créaient des embouteillages, des bouchons très compliqués. Maintenant, ça se fait un peu en amont, tout ça. Mais d'un côté port, on est sûr d'une certaine activité, elle existe. Mais en même temps, il y a des beaux bateaux et qu'il n'y a pas plus beau comme spectacle que de voir arriver les bateaux de Corse, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui était une évidence de ce côté-là. Et de l'autre côté, une fois qu'on a mis nos voies de circulation, on héritait d'un très grand trottoir. L'essentiel, c'était qu'on puisse aller de la ville vers la mer, quoi. C'est-à-dire que concrètement, il fallait qu'on puisse essayer de connecter, ne serait-ce que visuellement, tout ça.
Le J4, c'est le terre-plein, où il y a eu toutes sortes de choses, mais on avait là des jeunes gens qui allaient se baigner entre les pierres, une vieille dame qui se baignait tous les jours de l'année malgré les intempéries, etc. Donc il y a des habitudes que certains Marseillais avaient pris là, qui fait que c'était directement un quartier populaire. Et après, c'est un espace un peu métaphysique, quoi. Mais c'était déjà un espace métaphysique. J'ai une photo d'un monsieur et une dame qui, sous un parapluie, ont écrit la devise républicaine sur leur parapluie, et puis ils sont là en train de regarder la mer. Il n'y a rien de mieux, quoi. Là-dessus, on a accueilli 2 bâtiments qui ont fait l'objet, un a fait l'objet d'un concours, le MUSEM, et l'autre d'une consultation, la Villa. Un a un succès fou, l'autre pas de succès du tout. C'est la loi du genre. Si on voulait qu'il y ait du succès, il fallait s'occuper un peu de ce qu'il y avait dedans, etc. Là, il y a plus de béton à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, c'est un peu paradoxal comme bâtiment. Mais c'est un landmark qui en tous les cas, il est beaucoup plus photographié que le reste. Parce qu'il donne des photos du MUSEM avec des premiers plans magnifiques, etc., etc. Ils font la paire tous les deux, quoi. Ils font la paire et ils marchent très bien avec la Darse qui se trouve derrière. On voit que les habitudes ont reprise, etc. Il y a quand même des gens qui ont aussi travaillé sur la conservation du Fort Saint-Jean. Il y a un jardin au-dessus. Il y avait dans notre projet 2 passerelles qui étaient au fond 2 traits sur un plan, là où elles sont aujourd'hui, les passerelles. Mais j'ai jamais pensé qu'on pouvait les faire aussi belles. J'ai beaucoup travaillé pour qu'il y ait un lien retrouvé entre la ville et le fort, entre la ville et ce qui est devenu le musée. Et c'est ce qui en fait le succès. Parce que ça devient l'entrée. C'est-à-dire que le piéton, le touriste qui visite la ville et qui déambule et qui visite le panier arrive toujours par là. Et c'est ce qui réconcilie le passé et finalement le présent en attendant l'avenir. Le MUSEM, à l'origine, c'est un musée national décentralisé. Évidemment, un concours international, et je vous dis à ce moment-là qu'il s'agira de ne pas se tromper de cible, et que le contexte est assez puissant pour qu'il nous oblige à la narration et au récit. Je crois, dans ma réponse, dans ce qu'est le MUSEM aujourd'hui, avoir traduit l'idée d'une sentimentalisation de l'architecture. Le MUSEM, aujourd'hui, c'est un territoire davantage qu'une architecture. C'est un lieu qui développe un partage, une main tendue, une porosité, une empathie avec celui qui le visite. Son large succès populaire témoigne de cette compréhension d'une spatialité, ce voyage en zigourat où on part de la terre et l'on monte jusqu'au ciel en passant au-dessus de l'horizon marin. Un voyage dans la lumière, dans les ombres portées, des récits, un déplacement altimétrique dans les rampes. Au loin, l'horizon métaphysique de la Méditerranée, au-dessus, la castagne solaire, la masse du ciel, et en bas, l'eau des Douves, et en face, l'eau des Darses. Donc une physicalité, une expérience spatiale, une porosité imaginaire, et là est le succès du MUSEM. On a fait en sorte, par un travail extrêmement précis, de permettre aux gens d'avoir une promenade axiale qui va de lieu en lieu, mais aussi par l'ensemble du chemin de ronde, une promenade périmétrique. Et cette promenade périmétrique, elle est très importante parce qu'elle explique de façon très didactique et au regard de chacun la construction de la ville, la façon dont la ville s'est construite. Donc on comprend là que tout est venu par la mer. Et tout, ce vieux carrefour qu'est Marseille, vit grâce à elle.
Ensuite, on contourne, on a Saint-Victor, on a le fort Notre-Dame qui est devenu Notre-Dame de la Garde. Ensuite, on a aussi le Pharaon qui est la présence de Napoléon III. Et puis on continue, on a le Lacidon, le grand Lacidon, la calanque originelle de la ville. Au lointain, on a les collines et on sent bien la géographie de cette ville et la raison pour laquelle cette ville est une ville si paradoxale. C'est-à-dire que entre Europe et Méditerranée, mais peut plus tourner vers la Méditerranée que vers l'Europe, puisque finalement, son paysage d'Interland est barré par ces collines. Et on continue de tourner et on a, quand on regarde vers le nord, une fois qu'on a fait les 360 degrés, on a la Major, qui est la première trace bâtie d'une présence, d'une conquête du Nord par les acteurs du port au 19e, et on a toute la ville qui se développe. Nous faisons là, au pied de la cathédrale, autour du Fort Saint-Jean, nous faisons un quartier qui devient un quartier culturel. Il y a le théâtre de la Joliette, il y a le silo à grains que nous avons transformé, la ville de Marseille, en théâtre où il y a énormément de spectacles. Il y a le Mucem Ricciotti-Carta, qui est un énorme succès. Bon, à côté, vous avez le Frac, à côté, vous avez les voûtes de la Major, à côté, alors que les voûtes de la Major, on appelait ça jadis les chez Marnia. Hein, il y avait là des marchands de vin, il y avait là... Et c'était tombé en désuétude. Aujourd'hui, il y a la vie, aujourd'hui, il y a le mouvement, aujourd'hui, il y a la jeunesse. Bon, alors je cherche en vain avec mes amis, avec le premier adjoint, un lieu de rassemblement pour les jeunes. Nous n'en avons pas. Bon, pour la nuit. Hein, et nous devons faire cela aussi. Bon, mais nous avons, au fur et à mesure, déjà transformé considérablement la ville. Silo est inscrit dans le paysage de la ville et du port depuis longtemps. On prétend, en faisant parler Le Corbusier, qu'il a retrouvé dans le silo toute une partie de ce qu'il avait développé de contenu théorique, notamment les immeubles sur pilotis, etc. Mais je crois qu'il était devenu un élément du paysage du port, mais auquel les Marseillais faisaient plus tellement attention en réalité. C'était un bâtiment abandonné. Ce qui, je crois, a relancé l'intérêt de tout le monde sur le silo, pour le silo, c'est le moment où le port a décidé de le démolir. Et lorsque le port a décidé de démolir le silo, là, il y a eu quand même une levée de boucliers. Beaucoup de gens se sont réunis pour expliquer l'idée que ce serait un crime. Alors, il a trouvé sa place, bien sûr, il a trouvé sa place par son usage. Une salle de spectacle à cet endroit-là, personne n'aurait imaginé que ça pouvait fonctionner. Alors ça fonctionne très bien. Et les Marseillais aiment y venir maintenant, parce que la ville s'approche, la ville a franchi le vieux port, la ville reconquiert son nord, alors que de toute éternité, elle s'est plutôt construite au sud. C'est vrai que la Canebière et le Lacidon, qui est devenu le vieux port, donc à cette époque-là, est devenu une sorte de frontière symbolique entre le nord et le sud. Alors il y a des raisons, hein. Les Marseillais ont toujours préféré vivre dans le sud. Quand on a commencé à urbaniser avec donc, ces projets, je dirais, haussmanniens, les Marseillais ne le voyaient pas d'un très bon œil, donc on préférait rester donc, dans leur quartier sud avec leurs hôtels particuliers entre cours et jardins, bon, l'atmosphère du littoral aussi, hein, qui depuis 1848 avait été mis en valeur par l'opération de la route de la Corniche. Hein. Donc tout cet urbanisme-là a évidemment son importance, mais est une logique complètement différente. Si bien que le terme de quartier nord va, au XXe siècle, marquer en fait, hein, cette partie de la ville. Poursuivre la ville vers le nord, c'est donc le projet dans l'extension du périmètre d'Euroméditerranéen avec ce projet de ville nouvelle. C'est finalement renouer avec le projet ancien du 19e siècle. Il y avait un projet de tirer cette ville en parallèle, de créer une grande place, la place d'Arinque. La rue Impériale, donc une rue d'1 kilomètre de long qui devait relier la chambre de commerce qui se trouve sur la Canebière et ces bâtiments des docks, hein, qui sont donc des bâtiments remarquables et qui fonctionnent, qui sont le cœur battant de l'économie de Marseille.
et un autre axe donc transversal, de façon à finalement tirer véritablement la ville dans le sens du commerce et de l'industrie. En réalité, seule la rue impériale sera réalisée, mais cet objectif d'accompagner cette ville dans le sens de son commerce, c'est un objectif qui finalement est réalisé actuellement. Nous avons réhabilité la rue de la République. Ça n'est pas encore le succès que nous attendions. Parce que c'est difficile, parce que Marseille est aussi une ville cosmopolite. Marseille est une ville où il y a quantité de communautés issues de l'immigration. Et bien souvent, c'est le cas par exemple à la rue Tubano, où nous avons le mémorial de la Marseillaise, là où Barbaroux et Rouget de Lille sont venus avant qu'on aille prendre les Tuileries le 10 août 1792 et que les Marseillais partent en marchant la nuit pour aller à Paris. Ils ont mis 30 jours en répétant le chant de l'armée du Rhin qui est devenu l'hymne national, la Marseillaise. Eh bien, les Marseillais ont quelquefois quelques hésitations à se rendre dans les quartiers où, justement, les habitants sont beaucoup issus de l'immigration. Bon, mais ça, c'est Marseille, c'est un port, c'est 2600 ans d'existence. Voilà, vous n'êtes pas ici, dans d'autres villes que je ne veux pas citer, mais qui sont des villes totalement bourgeoises. Ici, c'est pas le cas. On ressuscite les choses. On a réalisé, autour du Vieux-Port, donner plus de place aux piétons. Bon, à la fois, ça doit rester un lieu de vie très attractif. C'est la raison pour laquelle on maintient que les poissonnières puissent exercer leur commerce sur le quai de la Fraternité. L'hiver ou quelquefois dans l'année, on met la grande roue qui attire beaucoup de monde. Après, de temps en temps, on la déplace sur les plages du Prado. Et les propriétaires de la grande roue me disent qu'ils préfèrent être sur le Vieux-Port. On a réalisé l'ombrière de l'architecte Foster. Bon, il y a aujourd'hui, avec l'essor que nous avons connu sur les croisières, quand j'arrive ici à l'Hôtel de Ville en 1995, il y a à peu près 80 000 croisiéristes par an. Nous sommes aujourd'hui à 1,5 million de croisiéristes. Lorsqu'ils débarquent et qu'ils viennent à Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence considère que ces gens-là vont dépenser entre 150 à 200 euros. Pour notre commerce du centre-ville, c'est important. On souffre un peu dans le commerce du centre-ville, hein, parce que il faut refaire les rues, il faut refaire les façades, il faut refaire beaucoup de choses qui ont été laissées un peu à l'abandon pendant les dernières décennies. Alors, on le fait au fur et à mesure. Euroméditerranée a porté quelque part aussi, à rééquilibrer, c'est-à-dire il a porté un projet de développement économique qui était non pas en contradiction avec celui du port, mais qui était complémentaire de celui du port, avec ses activités tertiaires.
Marseille était sous-équipée, en retard en matière d'offres de bureaux et surtout d'offres de bureaux adaptées aux besoins des entreprises. Des grands plateaux pour pouvoir mieux organiser les services, des planchers techniques pour accueillir toute la câblerie, les réseaux nécessaires par rapport à l'informatique, etc., etc., des parkings, enfin toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour installer des entreprises modernes, plus rationnelles à l'image de ces bureaux. Bon, donc Marseille est en retard. Donc un des enjeux d'Euroméditerranée, pour créer des emplois, c'est-à-dire attirer des emplois ici dans Marseille, c'était de créer des locaux adaptés, d'où la création de ces bureaux, mais pas que. Les logements qui vont bien, pour éviter trop de mouvements pendulaires entre j'habite à la périphérie et je viens travailler, donc les bouchons, etc., l'encombrement des réseaux routiers. 1 million de mètres carrés sur Euromed 1, 500 000 mètres carrés de bureaux, 500 000 mètres carrés de logements et d'équipements. Donc toujours cette question de mixité et d'équilibre. Le port ne peut plus se préoccuper de ce qui se passe derrière, en disant je bâtis mes barrières, mes hangars, mes murs, etc., etc. Et à l'inverse, la ville a besoin aussi de se réapproprier le port visuellement, de voir ces mouvements de bateaux dans un port qui a fait en partie l'économie de cette ville. C'est un élément valorisant, et aussi pour les touristes qui viennent visiter. Ce long travail fait depuis 20 ans, effectivement, de mieux se comprendre, de mieux comprendre la logique des uns et des autres, hein, d'essayer de rapprocher un certain nombre de points de vue, en disant il y a des points sur lesquels on peut aller. Le J4, par exemple, où s'est construit le MUSEM, le port avait abandonné ce site en termes d'exploitation, donc on a pu aller sur une urbanisation de ce site assez volontaire. En revanche, les points étaient plus complexes, par exemple l'endroit où se sont construites les terrasses du port. L'idée d'Yves Lion a été de dire, ben là, le port est en exploitation. On a besoin pour les files de voitures qui embarquent vers la Corse, etc. Donc, en revanche, ça serait intéressant quand même que les Marseillais puissent, ou les visiteurs puissent voir le port. Donc, on passe au-dessus. Hein, c'est-à-dire que les terrasses du port passent au-dessus de l'espace portuaire et ont présenté cette terrasse magnifique qui permet de voir la mer, permet de voir les bateaux en manœuvre, donc d'avoir des points de vue. Donc ces opérations d'aménagement physique, intellectuellement, psychologiquement sont extrêmement importantes. Ça permet de réconcilier une logique portuaire très industrielle avec une logique de développement urbain aussi qui a une approche différente. Après, vous avez la place de la Joliette, qui est quand même un peu bizarre, très bizarre. Très bizarre, elle avait des attributs aussi très bizarres que Euromed a fait enlever. Nous, on ne s'est pas trop occupé de ça. Mais néanmoins, la place de la Joliette, elle indiquait vraiment une relation vers la mer. Sauf qu'elle était entravée par des bâtiments du port. Mais dans la consultation plus récente à laquelle nous n'avons pas participé, qui est une consultation plus précise sur certains éléments, tout le monde propose de se faire en sorte que la place de la Joliette puisse donner sur la mer, enfin sur le bassin du port, quoi, et pas sur le bâtiment de la direction du port ou de la direction de je ne sais pas quoi. Donc il y a un mouvement naturel dans tout ça, quoi. On ne fait que retrouver une situation préexistante. On vient d'enlever un certain nombre de grilles du port, là, ce qui fait qu'on a une vraie vue. Maintenant, il est temps de finir cette place Verneuil. Et on a là vraiment une occasion d'espace public assez forte et qui marque bien l'état des choses lorsque, au XIXe siècle, on a commencé à bâtir sur la mer. Oui. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très significatif. Dans cette ville, on ne le sait pas assez, mais on a changé la géographie, bien avant nous. Ouais. Nous, on n'a fait que rendre hommage à ceux qui avaient changé la géographie. Ouais. Et moi, je ne peux pas raisonner autrement que d'aller jusqu'à la tour dite de CMA-CGM, parce que d'abord, ce sont les premiers qui ont fait confiance au projet, CMA-CGM. Après, ils sont allés chercher des architectes, puis ils ont choisi Zaha Hadid.
il a fait cette tour, qui, à mon avis, à 30 à 40 mètres de pas assez, quoi. Elle devrait être plus élancée, elle serait bien plus distinguée. Mais elle a fait son effet, les Marseillais l'aiment bien, c'est le principal. Voilà. Le maire de Marseille, au départ, ne voulait pas entendre parler de tour. Et puis, j'ai essayé de le convaincre, je n'ai pas réussi. Et puis, il est allé à Shanghai, il a fait des voyages, il a vu des tours, il est revenu avec une envie de tour. Et donc, ça s'est fait comme ça. Mais il faut, là, saluer le rôle absolument initiateur de CMA-CGM. Si vous n'avez pas le grand acteur économique avec vous dans un projet comme celui-ci, et il se met au bout, là où personne n'est censé aller, vous ne pouvez pas réussir ce Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, on se donne une priorité de produire 5000 logements par an. Donc 5000 logements, c'est important, surtout à l'heure de la crise. Bon, on avait un manque de logements, donc on a amorti un peu mieux la crise, puisque nous, la production a continué à se faire et à se commercialiser. Donc c'est réellement une volonté, parce qu'on souhaite attirer des cadres moyens, des cadres supérieurs. Et pour ça, il faut à la fois... Enfin, quand une entreprise fait le choix de Marseille, elle se dit où est-ce que mes salariés vont être logés ? Dans quelles conditions, comment mes salariés vont se déplacer, donc on a la problématique transport qui est essentielle, vient après où est-ce que les enfants seront scolarisés, quelle animation culturelle on peut offrir, mais en tout cas la clé de l'attractivité c'est le logement et le transport. Donc là-dessus il faut quand même faire de grands efforts et soutenir cette production de logements qui est indispensable au rayonnement de cette ville. Quand on fait un projet, on se pose la question de là où on est et peut-être de ne pas tomber dans ce qui est un peu le piège de tous ces nouveaux quartiers où on est parfois dans des formes qu'on retrouve un peu n'importe où en France et on n'a pas tellement d'identité. C'est cette question de comment on réinterprète l'identité d'une ville. Marseille, c'est une ville incroyable qui ne se donne pas entièrement à voir, mais où on sent qu'il y a des villages, beaucoup de villages, une mosaïque de lieux qui est très marquée par sa géographie et qui, chaque fois, est un petit dédale, des agglomérations de choses avec des époques... C'est pas du tout une architecture raide, lyonnaise ou je ne sais pas, mais ou haussmannienne, enfin même s'il y a des parties haussmanniennes, il y a énormément d'accumulation et de sentiments que là-dedans on trouve des bicoques, des appartements avec des grandes hauteurs, enfin des choses qui donnent envie, en fait, finalement, qui créent le désir de creuser davantage. On a développé l'idée qu'on pouvait non pas rester dans des codes de standing, d'habiter un hôtel particulier, une villa ou une grosse maison italienne, mais qu'on pouvait au contraire multiplier l'offre de manières d'habiter. On a des immeubles dans lesquels on a fait des choses plus normales, je dirais. Il y a cette usine qui sont des grands lofts très beaux, très, très jolis comme manière d'arriver chez soi, etc. Et puis, il y a au centre du dispositif, à la croisée de ces deux allées, des choses maigres qui s'élèvent, qui font 6 étages, mais qui sont très maigres et qui sont faits de grands duplex avec des énormes terrasses et qui sont volontairement des verticalités. Et à côté de ça, on a des petites allées bordées de maisons basses. Donc on a, et puis on a même au fond d'une cour des petites maisons tapies au pied d'un immeuble. Et tout ça crée des rapports, et on sait qu'on habite là en bas, qu'on pourrait rêver d'habiter là-haut le duplex, etc. Et qu'à l'intérieur même de ce quartier, on peut rêver d'habiter un autre appartement. C'est ça, ou une autre maison. Parce que là vous avez un jardin, là vous allez à une terrasse, là vous aurez un duplex. Il y a des maisons à patio aussi, parce qu'il y a des profondeurs dans ces îlots qui font que parfois on vient taper contre les mitoyens. Et là on a fabriqué des maisons à patio qui marchent très bien à Marseille. Il y a beaucoup de maisons qui sont des cours fermées comme ça.
Donc on a ou du ciel, ou de la vue, ou du sol, voilà. Euroméditerranée, de par son ampleur, sa visibilité sur ce territoire, de la façade portuaire, la transformation de la façade portuaire, cette politique systématique que nous avons menée de faire appel aux plus grands talents d'architecture et d'urbanisme, de grands industriels comme CMA-CGM que nous avons accompagnés pour construire son siège sur le territoire. Bon, effectivement, je pense qu'on a joué un rôle spécifique de pointe dans la transformation de cette ville. On demande beaucoup aux bâtiments de tenir ce genre de rôle. C'était pas le cas avant. Avant, je dirais, avant les années 50, quoi. Oui. On demandait, les bâtiments n'avaient pas une telle responsabilité. Sauf cas d'exceptionnel, Garnier avec l'Opéra, bien sûr. Mais la responsabilité urbaine, c'est pas toujours si évident. Évidemment, on met en avant Euroméditerranée. Mais Euroméditerranée, c'est vraiment un quartier à part de la ville. C'est un quartier où on a accepté de tenter des choses qu'on n'accepterait pas dans les autres quartiers de la ville. Un bâtiment, 2 bâtiments, même peut-être 3 on va dire, ont été marquants pour cette année 2013 et puis ont été des bâtiments un peu exceptionnels. Ce sont des programmes un peu exceptionnels. Les villes n'en connaissent pas des quantités et n'en produisent pas des quantités. On sait que les musées, c'est d'ailleurs, les architectes se battent beaucoup, ceux qui veulent avoir une vraie notoriété se battent sur la question des musées parce que c'est ce qui est visible, ce qui est communicant et donc forcément ça veut dire quelque chose. C'est ce qui va peut-être représenter l'image d'une ville par la suite. Le reste de la ville, c'est aussi Marseille. Et le regard sur l'architecture, c'est pas le regard sur l'exceptionnel uniquement. Et la question, c'est la question du quotidien. Est-ce que l'architecture, le regard qui a été porté sur l'architecture, se pose également sur la question de l'architecture du quotidien? Je ne sais pas si les gens ne séparent pas les choses. Entre est-ce qu'on accepte, on accepte un événement et on est beaucoup plus indifférent à ce qu'on produit dans le quotidien. On vient de livrer un bâtiment sur la Timone, c'est un tout petit bâtiment, c'est le plus petit de ce site universitaire, hospitalier universitaire, vraiment il est ridicule par rapport à tout ce qui se produit autour. Autour, sans vouloir exagérer ou critiquer quiconque, c'est pas une production exceptionnelle. Et pourtant, ce bâtiment qui est tout petit, parce qu'il est jaune, brusquement suscite débat. Alors que tout ce qui se produit à côté, totalement indigent, personne ne dit rien. Il y a sur la question de, à un moment donné, un goût esthétique, la couleur. Et c'est marrant parce que c'est devenu un lieu de rencontre. Comme il est repérable, tout de suite les étudiants disent on se retrouve au pavillon jaune et on nous l'a répété souvent. Marseille, c'est une ville très typée, donc c'est une ville qui a beaucoup de caractère. Et l'intérêt d'ailleurs de travailler sur le Vélodrome, c'est que c'est un stade qui est construit dans le cœur de la ville. Alors aussi le club, c'est un club mythique. Et bien sûr, on est voisins de la Cité radieuse du Corbusier, donc c'est vraiment un site et un stade de légende.
Le bâtiment était un peu en deçà du mythe du Vélodrome lui-même et du club. Donc il fallait justement redonner de la force. Et comme effectivement la première question était de couvrir et de protéger, parce qu'il y avait un problème quand même de fonctionnement et de confort, nous on a voulu que ce soit ça l'image du stade. C'est aussi cette ferveur qu'il y a et qui en fait résonne dans la ville entière. C'est-à-dire que cette ferveur, quand il y a un but qui est marqué, on l'entend dans toute la ville. Et cette proximité justement du spectacle avec l'ensemble des Marseillais, avec l'ensemble de la ville, c'est quelque chose qui montrait justement une centralité dans la vie au quotidien justement de Marseille. Comme le choix avait été fait de conserver le stade au cœur de la ville, et le choix, je pense, était assez judicieux, c'est de densifier justement à cet endroit-là, densifier en vie, justement en usage, par les logements, par les hôtels, par les bureaux, donc différents programmes qui vont faire vivre une fois aussi qu'il n'y a pas le spectacle et qu'il y ait ce phénomène d'appropriation justement du stade. Il appartient aux Marseillais, il appartient à la ville et c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer et que justement qui peut continuer à ce rôle de lien, de relation entre les gens pour retrouver aussi cette notion de cité quoi, qui se retrouve là dans le sport. Marseille, capitale européenne de la culture, fut pour Marseille un moment charnière, un moment où le regard en matière de culture, en matière de programmation et de contenu culturel que pouvait porter la ville de Marseille a changé. Il a changé à la fois de la part des Marseillais, mais il a changé aussi sur le regard extérieur, puisque de nombreux opérateurs ont voulu participer et que le résultat a été exceptionnel en termes de fréquentation. On voit de plus en plus de touristes venir fréquenter nos lieux culturels. Les programmations sont en général bien remplies. Donc il y a une offre culturelle marseillaise et plus largement sur l'ensemble de la Provence qui est devenue un marqueur fort de notre territoire. L'affiche de la Belle de Mai, c'est un objet unique en France, mais je crois que c'est unique au monde, et qui arrive aujourd'hui à un niveau de notoriété qu'on n'a jamais connu, mais qui a été boosté par Marseille, capitale européenne de la culture. Marseille est la deuxième ville de France. Il est normal qu'on ait des espaces attractifs avec des gestes d'urbanisme forts. C'est essentiel pour l'attractivité économique et touristique d'un territoire. Il faut aussi qu'on ait dans notre palette des outils différenciants qui sont à des endroits inattendus. Quand je suis revenu ici il y a maintenant un paquet d'années, il y a 25 ans, vraiment tout était vraiment possible. La ville était... C'était ni fait ni à faire, tout était à refaire, il y avait des hangars partout, des friches comme la Belle de Mai, il y en avait partout, et des choses comme ça, donc c'était un terrain de prédilection pour un architecte, en tout cas d'un jeune architecte, de se dire que c'était possible de faire des choses ici. Et donc on est quand même dans une échelle qui fait 50 000 m², avec tout autour un tissu quasi villageois, de toutes petites maisons assez délabrées, et un des quartiers les plus pauvres de France quand même, il faut le savoir. Et donc on essaie par tous les moyens d'ouvrir cette friche au quartier pour que ça devienne un lieu public. On est effectivement un petit bout de ville. Parfois, je m'amuse à dire que la friche, c'est une cité radieuse dépliée. Dans la ville de la cité radieuse, je trouve que c'était une image qui correspondait bien à notre endroit et qui la caractérise bien. Nous développons des outils de proximité qui répondent à des attentes, à des besoins de notre quartier. Une crèche, on sait que c'est important. Des espaces de jeu pour les enfants, ça l'est également. Des espaces sportifs aussi, pour les sports urbains.
Nous avons construit l'Institut méditerranéen des métiers du spectacle. Donc on est là sur le côté formation, qu'on peut mettre en lien, bien entendu, avec l'aspect diffusion et création qui sont importants sur ce site, pour que les enfants de notre quartier fréquentent quotidiennement notre site et puissent profiter de toute la porosité qu'il peut y avoir entre l'éducation et la culture. Ce qui est rigolo quand même, c'est que quand on a fait ce lieu il y a une vingtaine d'années, en tout cas quand on l'imaginait, c'était très compliqué de pouvoir dire on va faire autre chose que raser pour faire des immeubles de bureaux ou des trucs de logement traditionnels. Donc c'était très long, très compliqué, c'était un combat permanent de pouvoir sauver cette friche pour en faire autre chose. Quand même, en France en tout cas, parce qu'ailleurs ça c'est pas le cas, mais en France, l'échelle de la friche, qui est la plus grande de France, fait qu'elle est devenue non pas un modèle mais un exemple. Et que petit à petit, les promoteurs privés, parce que les collectivités locales aujourd'hui ne financent plus rien, donc les promoteurs privés se rendent compte qu'il y a matière à faire autrement. Le but quand même, c'est qu'il n'y a pas de création sans transgression, donc on est là pour désobéir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande à l'architecte de faire comme ça, et si jamais tu fais autrement, tu te prends un vent et tu dégages. La friche nous permet de dire, fais comme ça, non, non, je fais pas comme ça, parce que je vais te montrer comment on peut faire autrement, et comment cet autrement peut être encore mieux que les standards de normalisation et des programmes qui sont établis aujourd'hui. Notre responsabilité politique à nous architectes, c'est d'offrir un récit. La reconnaissance populaire du MUSEM qui est colossale. On le voit, ça n'arrête pas de partout. Il n'y a pas une seule critique, à part quelques architectes jaloux, évidemment. Mais il n'y a pas une seule critique. Cette reconnaissance populaire, on parle de ce remerciement de la cité à l'égard d'un peu de bienveillance. C'est disproportionné tout ça en même temps. Et si c'est disproportionné, ça veut dire que la maladie est là. Ça veut dire que la ville est malade, que la cité est malade. Que la cité n'est plus capable de porter de grands moments de ferveur, d'enthousiasme, de poésie collective. Elle n'est plus capable. Elle n'est plus capable de le produire. Mais ce n'est pas l'architecte, c'est l'ensemble des mécanismes qui produisent la cité qui n'est plus capable de produire du bonheur collectif. Ce qui compte, c'est le lien entre ces différents bâtiments. Et ce qui compte, c'est ce que ressent la personne qui marche sur le côté ville ou le côté quai, si vous voulez. Et là, apparemment, ils sont venus parce que c'était une façon plus détendue de... Vous voyez, Marseille, c'est un peu congestionné du côté de la mer, hein. Les plages, tout ça, tout ce qui est un peu au sud, là, c'est un peu... et à l'ouest, c'est un petit peu... on sent qu'on va pas pouvoir en tirer parti tout le temps, quoi. C'est très congestionné, quoi. Tandis que là, il y a eu un peu d'ouverture, donc il va y avoir encore un peu plus d'ouverture, il y a des projets, etc. Et puis il y a un projet, quand même, qui envisage très nettement de supprimer une partie des grilles du port. Donc tout ceci, ça va prendre du temps, parce que le port n'était pas préparé, et puis parce que, comme son nom l'indique, il est autonome, ça veut dire qu'il a des raisons que la raison ne connaît point, comme disait l'autre. Donc vous voyez, on a là tout un dispositif qui est totalement imparfait. Vous voyez, on n'a pas créé le paradis, hein, on a créé de l'urbain. Et l'urbain, ça veut dire qu'il y a du frottement, quoi. Voilà. Marseille est un formidable terrain de jeu, et je pense qu'elle nous apporte d'une certaine façon la difficulté. Et la difficulté, c'est toujours formidable parce que ça vous permet de travailler un peu plus dans votre réflexion et que cette question du chaos qui peut paraître au départ un peu étonnante ou on a toujours un effet de répulsion face à cette question-là. On voit les nouveaux arrivants qui disent, mais le nombre de personnes qui nous disent, mais Marseille, comment vous pouvez être à Marseille, c'est abominable. Et ce chaos, on le regarde différemment. On se dit, il peut avoir une vraie poésie, une vraie qualité. Ces ruptures d'échelle, ces ruptures de perspective, le fait que ce ne soit pas une ville composée permet une liberté et permet aussi et offre des difficultés aussi qu'une ville classique
n'offre pas, ça c'est évident. Je pense que quand on est décideur politique, il faut en permanence s'interroger. Et la règle qui a été faite il y a 10 ans, par exemple sur une ZAC ou sur un parti d'aménagement, 10 ans après, elle est complètement obsolète parce que tout s'est transformé. Et sur le numérique, aujourd'hui, on ne connaît que 5% des technologies qui vont être déployées dans 10 ans. Donc il y a 95% qui sont aujourd'hui méconnus, et c'est pour ça que sur ce laps de temps, il va falloir s'interroger. Donc en fait, c'est créer la ville de demain avec des appartements qui peuvent être modulables, c'est-à-dire qu'au fil de l'évolution du foyer, on enlève une chambre, on le met dans l'appartement d'à côté. Comment on fait d'avoir des voitures mutualisées, par exemple, de l'autopartage, parce que c'est complètement absurde que les foyers aient 2, 3 voitures. Comment on peut mutualiser les places de parking? Comment on peut avoir de la e-conciergerie? Comment on peut faire baisser leur facture énergétique? Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour tous les foyers. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on travaille avec les grands groupes, les aménageurs, les architectes, nos partenaires qui sont évidemment Euromed, mais bien d'autres, pour que de toute façon, tous ensemble, on soit un peu plus intelligents et qu'on arrive à produire de la ville intelligente qui peut être reproductible après sur tout le pourtour méditerranéen. Thank you.